Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. L'accès au logement au Canada et au Québec en 2025, c'est pas juste un enjeu économique, c'est devenu l'enjeu de la nouvelle génération. Alors que les loyers explosent, que les salaires ne suivent pas l'inflation et que la mise de fonds nécessaire pour acquérir une maison ressemble de plus en plus à la cagnotte d'un gros lot qui a un objectif atteignable, de plus en plus de Canadiens, surtout les plus jeunes, voient le rêve de devenir propriétaire leur glisser entre les doigts. Je me suis penché sur le tout dernier rapport du logement 2025 de Royal Lepage et je vous résume ça en quelques points clés, mais croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui risque de vous faire grincer des dents. Juste avant de commencer, je vous rappelle que pour soutenir ma chaîne, la meilleure façon de le faire, eh bien, c'est de s'y abonner en cliquant sur le bouton s'abonner tout juste sous la vidéo. Sinon, pour ceux qui veulent joindre les directs qui ont lieu essentiellement tous les jeudis, eh bien, c'est de cliquer sur le bouton se joindre, encore une fois, tout juste sous la vidéo. Les planificateurs financiers recommandent généralement de ne pas dépasser plus de 30% de son revenu net pour le logement. Rester sous cette limite permet de maintenir un équilibre financier nous permettant de faire face aux autres dépenses essentielles, aux urgences et également d'épargner pour l'avenir. Or, selon le rapport Royal Lepage, plus de la moitié des locataires au pays consacrent plus de 30% de leur revenu net au paiement de leur loyer. Dans certaines villes comme Vancouver, Toronto ou Calgary, où les logements sont souvent hors de prix, c'est 15 à 23% des gens qui paient plus de la moitié de leur revenu net juste pour se loger. Quand on regarde ceux qui ont envisagé d'acheter une propriété avant de signer leur bail, seulement 28% l'ont fait sérieusement. La question intéressante ici est de se demander pourquoi ne sont-ils pas allés de l'avant. À ce chapitre, les raisons sont très claires. 40% attendent une baisse des prix, 29% espèrent une baisse des taux d'intérêt et 26% n'ont juste pas pu obtenir de financement permettant l'achat d'une maison. Le hic, c'est que les baisses de prix sont systématiquement neutralisées par l'inflation systématique et que des baisses de taux d'intérêt supplémentaires risquent fortement d'accélérer les hausses de prix de l'immobilier, rendant l'accès à la propriété encore plus difficile. 54% des locataires ont signalé leur intention d'acheter une propriété dans l'avenir, alors que 31% ne prévoient pas en acheter. Lorsqu'on interroge les locataires n'ayant pas l'intention d'acquérir une propriété, on réalise que ce n'est pas par choix. 53% affirment que leur revenu ne leur permettrait pas d'acheter une propriété dans le quartier où ils souhaitent vivre et 40% disent que louer est plus abordable que d'acheter. Par ailleurs, pour plusieurs Canadiens, payer le loyer les confronte à des choix déchirants, nous faisant penser à des pays comme l'Argentine ou le Venezuela. 40% des répondants ont coupé dans l'alimentation pour payer leur loyer. 30% ont réduit leur contribution à l'épargne ou à la retraite. 21% se sont endettés avec leur carte de crédit et une personne sur 5 occupe un deuxième emploi, donc autrement dit, un locataire sur 5. Ça, c'est clairement un signal d'alarme pour la santé financière des Canadiens. On parle de gens qui hypothèquent leur avenir juste pour pouvoir garder un toit au-dessus de leur tête. Puis lorsqu'on leur demande aux locataires ce qu'ils aimeraient voir pour améliorer l'abordabilité du logement, les idées les plus populaires semblent logiques à première vue. 56% veulent que le gouvernement construise plus de logements abordables. 47% demandent plus de protection contre les évictions et les hausses de loyers abusives. Et 42% souhaitent des contrôles de loyers plus stricts. Mais ici, il faut prendre un pas de recul et se questionner à savoir si ces mesures, en fait les mesures privilégiées par les locataires, auraient pour effet de résoudre le problème du logement. Parce que dans les faits, ces mesures, aussi bien intentionnées soient-elles, risque en réalité d'exacerber la crise au lieu de la résoudre. Intégrer plus de contrôle des loyers, c'est un incitatif, c'est plutôt un désincitatif pour les propriétaires. Pourquoi investir dans de nouveaux logements si les rendements sont plafonnés et que l'encadrement est trop rigide? Donc le résultat de ça, il y a moins de construction, on hérite d'un parc immobilier qui est vétuste, il y a moins d'offres, donc plus de rareté et des prix plus élevés lorsque les logements changent de main entre deux locataires. Offrir une protection accrue des locataires contre les évictions, ça peut sembler humain, mais trop de rigidité crée un climat où les propriétaires, surtout les petits,
deviennent frileux à louer ou compensent par des loyers initiaux qui sont plus élevés. Ça freine aussi la rénovation du parc immobilier qui est vieillissant. Et encore une fois, ça crée moins d'offres, donc plus de pression sur le marché du logement. Construire des logements sociaux en masse, oui, mais les coûts explosent et les délais sont immenses, les délais de construction. Il faut des années pour voir les premiers résultats. Et on parle ici de logements qui sont subventionnés par l'argent public. Dans un contexte de déficit structurel, le gouvernement fixe les règles de ceux qui peuvent recevoir des HLM qui ressemblent aujourd'hui beaucoup plus à des condos à 450 000 $, dont plusieurs payeurs de taxes ne peuvent même pas se permettre eux-mêmes. On voit ici qu'il y a une fracture. Les locataires vivent la crise au quotidien, donc ils veulent des solutions à court terme, des solutions qui sont visibles, qui sont immédiates. Mais les leviers qu'ils réclament pourraient empirer les conditions générales s'ils ne sont pas combinés avec des politiques d'offres plus agressives, flexibles et avec de plus grands incitatifs pour le secteur privé. Mais si autant de locataires réclament des mesures comme le contrôle des loyers ou la construction massive de logements sociaux, c'est parce qu'ils vivent une urgence concrète. Leur loyer explose pendant que leurs revenus stagnent. Dans ce contexte, ils privilégient des solutions à court terme, même si elles risquent d'aggraver la crise en décourageant l'offre. Beaucoup ont aussi perdu confiance envers les solutions de marché et veulent que l'État reprenne le contrôle. Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi une question de justice perçue et de frustration générationnelle face à un système qui semble les avoir exclus de la propriété. Il faut aussi dire les choses franchement. Le gouvernement, qui est en grande partie responsable de la situation actuelle, ne peut pas en être la solution miracle non plus. D'un côté, il promet plus de logements abordables, des subventions et des aides. De l'autre, il alimente lui-même l'inflation à coup de dépenses publiques massives, de dettes et de politiques monétaires trop souples pendant trop longtemps. Résultat, les coûts de construction explosent, les taux d'intérêt restent élevés pour contenir une partie de l'inflation qui s'exprime dans l'IPC et tout devient plus cher perpétuellement. Tant que le système fonctionne sur une logique où la monnaie perd constamment de sa valeur, le prix des actifs, y compris celui des maisons, des condos, peu importe, ne peut que grimper. C'est là le cœur du problème. On pense combattre un feu avec ces mesures alors qu'on ne fait que l'alimenter. À la lumière de ce rapport, le constat est sans appel. Le marché locatif au Canada et le marché de l'immobilier en général est sous tension et le passage à la propriété est de plus en plus inaccessible. Pour les jeunes, les familles, les nouveaux arrivants, c'est devenu un défi que de se loger convenablement. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de tout ça dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.